suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. La scientologie, c'est supposé d'être miraculeux. Fait que j'ai retourné là-dedans, puis je me suis mis à faire des procédés de scientologie. Quand je suis arrivé en scientologie, au début, là, ça a bien été, premièrement, parce que je me retrouvais près de mon père. Quand tu dis au début, c'est vers l'âge de quoi, 22? Vers l'âge de 22, là, quand je retournais en scientologie, là, j'ai... dépression. T'as fait une dépression, puis tu te dis, regarde, là. J'étais encore à dépression, mais fallait pas que je le dise à eux autres que j'étais en dépression, là. Parce que en scientologie, ils en veulent pas des cas psychiatriques puis du monde en dépression. Okay. Là, j'étais un gars capable, mais je le disais pas comment je me sentais en dedans. Tu faisais semblant. Ben, j'avais retrouvé un emploi. Ça faisait un an comme faut, presque un an et demi, je consommais plus. J'avais une bonne job de machiniste que le centre d'accueil m'avait fait avoir un métier. Je commençais à avoir des revenus, un crédit. Pour eux autres, j'étais une personne intéressante. Juste en rentrant dans l'église de scientologie, il y a beaucoup d'endoctrinement que j'avais eu dans mon premier séjour à 11-12 ans, là, que ça s'est comme remis en place. Oups. Puis là, j'ai comme repris du poil de la bête automatiquement. T'as retrouvé des anciens repères. J'ai comme retourné dans des états seconds que j'avais vécu quand j'étais petit. C'est comme si automatiquement, je me suis détaché un petit peu de mes émotions douloureuses qui voulaient remonter. Ça veut dire que tu te sentais mieux, tout d'un coup. Je me sentais mieux, oui. Oui, c'est ça. Puis là, quand j'ai recommencé à étudier la scientologie. Puis ben là, j'ai vu que ce qu'Hubbard écrivait, là, ça avait pas de bon sens, là. Lui, là, il parlait vraiment contre la démocratie. Puis je voyais que il y a des choses que je lisais, là, c'était un régime communiste. Même s'il parlait contre le communisme, lui voulait instaurer, c'est une dictature. Il se présentait en dictateur. Là, je revoyais que j'ai la même chose pour laquelle, quand j'avais 11 ans, j'avais eu des conflits quand j'avais commencé en scientologie. Parce que je croyais pas trop dans ce qui était écrit là. Mais là, j'avais eu le malheur de critiquer, je m'étais retrouvé à l'éthique. Là, je voulais pas me retrouver dans cette situation-là, mais je me suis retrouvé dans cette situation-là. Là, j'étais pas d'accord de ce que je lisais, qu'Hubbard disait que personne peut changer rajouter ne serait-ce qu'un mot, changer une virgule dans ses textes. Puis tout. Ouais, c'était des textes sacrés. C'était comme des textes sacrés. Là, je disais, tabarouette, moi, je suis pas ici j'ai pas besoin de ça, là. Moi, j'étais intéressé à participer, à étudier, à changer ça un peu, tu sais, puis à amener mon avis, à remettre des choses en question. Oui, au début de la vingtaine, on parle de 22 ans à peu près. 22 ans, ouais. Bon, ben, c'est normal, on veut notre mot à dire, on veut prendre notre place. Oui, je voulais pas tout gober ça. Adulte, on veut pas juste, surtout au début de l'âge adulte, c'est le moment qu'on est le plus, écoute, je vais dire mon opinion, puis là, je me sentais beaucoup mieux, je me sentais presque correct juste d'être revenu près de mon père. Je me sentais presque comme si j'étais sorti de ma dépression, tu sais, ça avait pas pris grand-chose que je m'étais senti beaucoup mieux. Fait que là, je me suis rebellé, j'ai sorti de l'académie un soir, puis j'ai été voir la directrice de l'église de scientologie, qui était elle qui m'avait vendu un package de 3 cours, puis j'ai demandé de me faire rembourser. Ça faisait 3-4 jours que j'étais là, puis je venais juste de commencer. J'ai dit que je voulais me faire rembourser, que j'ai changé d'idée, ça m'intéresse pas. Là, ça marchait pas, eux autres. Les remboursements, ils remboursent pas. Ils disent qu'ils remboursent, mais ils remboursent pas. Là, elle a commencé à me menacer, à me dire que si je me faisais rembourser, que ça me remettrait dans la même position que j'étais avant. Et là, ça serait payé parce que mon père pourrait plus me fréquenter, que je deviendrais labellé comme un antisocial, un C'était comme des menaces. C'était comme des menaces. Là, oui, là, je pouvais pas. Là, j'ai renchéri parce qu'elle voulait pas me rembourser. J'ai dit, je vais aller me prendre un avocat. Je vais aller revenir avec un avocat. Bonsoir. On parle de milliers de dollars. Sûrement que tu venais de juste... Ouais, j'ai même donné 3-4 000 piastres pour une chose de... Un package de 3 cours. Ouais. Puis là, j'ai dit, je vais aller chercher un avocat. Puis là, ça a été, quand j'ai parlé d'avocat, là, mon Dieu, là, je me suis retrouvé encore à l'éthique. Au département d'éthique, là, c'est là qui te font décider, est-ce que tu veux être en scientologie ou tu veux pas être en scientologie?
Ouais. Et si t'es pas en scientologie, ben ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Moi, ça voulait dire de me recouper de mon père. Ouais. Puis il y a encore plus. Parce que les autres, vu que ce que j'avais vécu avant, j'avais 12-13 ans, ils m'en tenaient pas trop rigueur. Fait Ouais. que mon père avait pas besoin de se tenir à l'écart de moi. Sauf que là, c'était pire. Là, j'étais revenu en scientologie, j'avais mis de l'argent, puis je voulais revoir mon argent. Puis là, je disais carrément que je veux mon argent parce que qu'est-ce que je viens de lire là, ça marche pas avec mes valeurs personnelles. Là, je me présentais vraiment Ben oui. contre la scientologie. Puis là, il n'était pas question qu'on procède comme ça. Puis là, il m'a envoyé à l'éthique. Les autres ont réussi encore à me casser. Puis il a fallu que je Ils ont revienne. réussi à te ramener. C'est pour ça que ça a duré 4 ans, cette histoire-là. Oui, pendant 4 ans, j'ai fait le package de 3 cours que j'avais acheté. Ils ont réussi. Comment ils ont fait pour te convaincre, tu penses? Te rappelles-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour entre le je veux me faire rembourser, c'est de la bullshit, puis je suis pas d'accord. Avec l'histoire du père, ton père pourrait plus te parler, puis. Ben, il y avait ça, mais il y avait aussi que moi, j'ai accroché au tout début du texte. Aussitôt que j'ai rentré dans le cours ça s'appelle le chapeau de l'étudiant. Il t'enseigne comment étudier. Puis là, j'arrivais, ça s'appelle comment faire pour que la scientologie continue à fonctionner. Puis là, Hubbard, il disait, une des conditions, c'est tu peux pas critiquer, tu peux pas remettre en question quoi que ce soit que lui dit, tu peux pas analyser. Donc, tout cash. Faut tout que tu prennes cash. Ouais, il faut là, il appelle ça assimiler. Tu prends les informations, tu les mets dans ton cerveau, puis tu fonctionnes avec ça après. Faut être d'accord. J'étais pas capable, ça n'allait pas avec la personne que j'étais, parce que le background que j'avais eu dans les centres d'accueil puis tout, puis j'avais appris moi à suivre mon instinct puis à analyser. Je m'étais retrouvé dans des situations où je pouvais pas renier mon instinct puis tout. Puis sauf qu'à un moment donné, je l'ai fait un petit peu parce que je voulais faire le package de cours. Puis là, sans m'en rendre compte, je suis redevenu un peu scientologue. Puis comme je te disais plus tôt, ben en lisant les choses puis en disant oui, ok, puis là, il te pose des questions pour savoir ce que tu as lu, si tu as bien compris. Fait que là, je lui donnais les bonnes réponses, puis je passais à la prochaine page. Puis c'est comme si je l'acceptais. Ben oui, c'est ça, c'est qu'en le faisant sortir de ta bouche, eux, ils disent, dis-moi ce que tu as vu dans le texte, puis que tu y crois ou que tu y crois pas, en l'entendant sortir de ta bouche, tu finis par le croire parce que c'est comme si tu conceptualises, puis là, tu trouves une façon de le. Il y a une espèce de dissonance cognitive là-dedans, là, au début, là. Puis là, ben, là, tu rejettes tes valeurs pour adhérer aux nouvelles valeurs qui t'inculquent. Fait que là, t'embarques. Puis je suis redevenu un peu scientologue. De peine et de misère, j'ai fait mes 3 cours, là. Il y avait un gros cours là, sur toute la notion de PTS et SP, là, les personnes qui deviennent des sources potentielles de troubles quand ils sont sous l'influence de personnes suppressives. Il y avait un gros cours spécialisé là-dessus. Puis après ça, il y avait un cours d'audition, mais c'est les entraînements à la communication, mais présentés sous forme d'audition. C'est là que j'ai compris, parce que plus loin, quand tu es rendu dans la grande académie, là, tu fais les mêmes exercices face à face avec une autre personne, là, mais c'est présenté comme des procédés thérapeutiques. C'est pas présenté comme des exercices d'entraînement à la communication. Pourtant, c'est les mêmes exercices. Mm-hmm. Puis là, c'est là que j'ai compris que c'est des procédés qui sont là pour te mettre dans un état de conscience modifié. Les autres, ils appellent ça des procédés thérapeutiques. C'est ça la thérapie de scientologie, c'est de te mettre dans des états de conscience modifiés pour que tu t'éloignes de tes traumas. Mais quand tu es devant une personne comme ça, il faut que tu restes sans bouger puis sans communiquer pendant 40 minutes, ou je sais pas trop combien. 2 heures, des fois. Que c'est un exercice de communication, alors que c'est un exercice plutôt de non-communication. Mais oui, au début, tu parles même pas. Puis c'est carrément l'inverse, c'est pas de la communication. Oui, c'est ça. La première étape, tu as les yeux fermés, puis tu es là dans la pièce pendant des heures de temps. Fait que là, en ayant les yeux fermés, assis carré, pas le droit de bouger, rien, mais tu sais qu'il y a du monde qui circule autour de toi. Fait qu'inconsciemment, tu laisses des gens entrer dans ta bulle sans que tu soucies d'eux autres. T'es là pendant c'est comme un peu comme une forme de méditation, les yeux fermés, mais t'as le gourou qui se promène autour de toi. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, il t'observe. Puis, fait que veux pas sans t'en rendre compte, là, tu lui donnes du pouvoir à cette personne-là. Elle prend un ascendant sur toi. Puis après ça, tu fais ça pendant une couple d'heures, jusqu'à temps qu'on dit que c'est correct, t'es assez bon. Après, la deuxième étape, tu regardes la personne directement dans les yeux pendant des heures de temps comme ça, assis droit, là, sans bouger. Maudite belle communication, ça. Il n'y a pas de communication. Mais là, ça, c'est des procédés thérapeutiques
c'est une genre de torture parce que tu viens que t'as tellement mal dans le dos que pour t'éloigner de cette souffrance-là, que tu sais pas quand elle va s'arrêter parce que c'est le superviseur du cours qui te dit quand est-ce que tu peux arrêter. Veux pas, tu t'en vas dans un état second. Vous regarderez ça dans les manuels de psychologie, c'est connu dans le DSM. C'est connu, la dissociation, mais on n'en parle pas dans la vie de tous les jours. Mais si tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que les gens accrochent là-dessus, qui sont prêts à tuer. L'état de dissociation est tellement agréable. C'est comme un junkie qui va se piquer avec une aiguille souillée parce qu'il veut tellement avoir son hit, il est prêt à vendre sa mère. C'est la même chose en scientologie. Ils vont donner leur maison, ils vont donner pour avoir ces buzz-là. Je te dis, c'est vraiment... Mais j'ai bien compris, Michel, que tu passes d'un état d'ennui, dans le fond, que tu disais, t'es assis sur la chaise, t'as mal aux fesses, t'as mal au dos. Là, tu passes d'un état d'ennui de c'est vraiment plate, puis à subitement, clac, ça embarque, puis là, tu tombes en buzz, là. Tout d'un coup, là. Oui, c'est ça. Mais l'état d'ennui, même l'état d'ennui est un état de second. La dissociation, là, c'est un continuum. Mais quand t'es dans l'une, admettons, t'es dans... Oui. J'avais un frère quand on était TQ, là. Je sais que c'est considéré comme de la dissociation. Oui. Être dans l'une, c'est considéré comme de la dissociation. Fait que parce que c'est pas programmable encore. C'est très, très large comme concept. Juste très, être très comme distrait un peu dans l'une. Oui, je le comprends. Qu'est-ce qui arrive, là? À un moment donné, là, tu commences à avoir tellement mal dans le dos, puis avoir mal dans le cou, tu sais, à garder la même posture. Oui. C'est pas vraiment les yeux qui font mal. Même si des fois, ça vient sec un peu parce que tu peux pas cligner beaucoup des yeux. Ben, à un moment donné, là, c'est comme tu dis, oh, fuck that. Puis là, tu te laisses comme aller. Puis le visage de l'autre personne en avant de moi est venu comme tout embrumé. Puis c'est comme si j'ai passé dans un autre état. Puis après, dans cet état-là, c'était facile de le faire. C'est comme si j'ignorais ma douleur. Je sentais plus ma douleur. J'étais comme déconnecté de mon corps physique. Puis là, quand j'ai été dans ces états-là, j'ai tripé. Parce que je me suis déconnecté des traumas qui, à la base, m'avaient fait revenir en scientologie 1 an ou 2 plus tôt. Veux pas, ça marche. La dissociation, ça marche. C'est pour ça que tu as plein de monde qui font des trips de méditation. Tu recherchais ça. À un moment donné, tu t'es mis à la rechercher. J'ai revenu scientologue, j'ai redevenu dans cet état-là. J'ai recommencé à flyer puis à penser que j'étais un esprit en dehors de mon corps, puis j'ai réadhéré au langage scientologique. Je suis redevenu scientologue. Parce que la manière que tu l'interprétais, toi, quand t'entrais en dissociation, tu disais pas « je suis en dissociation », tu disais « hey, j'ai réussi à sortir de mon corps ». Oui, on se détache. C'est ça qu'il nous dit, Alron Hubbard. Succès, j'ai réussi. Exactement. Les clercs, c'est des personnes qui sont capables de se tenir à 1 mètre au-dessus de leur tête. C'est comme ça qu'il définit Hubbard. Mais tu penses que tu es à 1 mètre en dessus parce que tu es à l'extrême de l'état de dissociation qui s'appelle la dépersonnalisation. Puis là, moi, dans cet état-là, ben, j'étais bien. Sauf que quand j'ai rentré en musique, en scientologie, j'étais encore mieux. C'était mon rêve d'enfance. Parce que j'ai rentré en musique à McGill, pas en scientologie. Quand j'ai été accepté à aller étudier comme chanteur d'opéra à McGill, mais j'étais en chant en musique générale, là, puis j'avais rien qu'un secondaire 4, puis j'avais même pas de cégep en musique, puis tout. J'avais été accepté là sous audition vocale, puis je tripais, là, puis ça m'amenait autant de plaisir que j'allais chercher en scientologie. J'étais frustré parce qu'il y avait certaines choses que je pouvais pas atteindre. Premièrement, il y avait toujours l'argent. Oui. Je voyais pas comment je ferais pour aller chercher assez d'argent pour me faire auditer, pour atteindre des niveaux supérieurs. Puis moi, de toute façon, si ce que je faisais en scientologie pouvait pas m'aider à devenir chanteur, là, ça m'intéressait pas. J'avais rien que ça dans la tête. Je voulais être chanteur. J'adorais chanter. Ça me faisait triper au bout. C'est comme si chanter, ça me mettait dans un état second aussi. Tu sais? Fait que là, quand j'ai été confronté à McGill, que moi, j'avais j'avais jamais été à l'école. Je me ramasse à l'université. J'ai fait un peu d'école au centre d'accueil, mais à part de ça, fait que là, j'étais pas capable de suivre le cursus. Ouais, c'est ça. Mais je voulais rester là, moi, parce que en musique, j'étais tellement bien dans la faculté de musique. Fait que là, j'ai été voir un psychiatre à McGill pour qu'il m'aide à voir pourquoi j'arrivais pas à réussir, comment je pourrais faire pour rester à l'université, continuer en musique. Puis là, aller voir un psychiatre, quand t'es scientologue, là, c'est la pire affaire à faire. Parce que ça se fait pas. Le psychiatre, c'est des pires ennemis. Puis là,
Mon père m'avait sorti ça, excuse juste une seconde. Mon père m'avait dit, t'es rendu dans le berceau de la psychiatrie à McGill. Moi, je pensais qu'il aurait été fier de moi que j'étais rentré à l'université puis tout, mais non. J'étais rendu un ennemi, j'étais dans le berceau de la psychiatrie puis tout. Fait que tranquillement, je me suis positionné en ennemi de la scientologie parce que j'avais accepté de voir le psychiatre. Mais c'est surprenant que, alors que tu avais des difficultés scolaires, tu sois dirigé vers un psychiatre pour t'aider pour tes difficultés scolaires. Est-ce qu'il y a un élément qui me manque, là? Parce que oui, mais moi, j'avais des problèmes avec le solfège. OK. Puis je voulais avoir aussi, qu'on me donne plus de temps. Tu sais, il y a des tiers-temps pour faire les examens. Fait que tu avais besoin d'aller voir un psychiatre pour avoir accès à un papier spécial. Oui, pour qu'on ne me mette pas en dehors de la faculté parce que j'arrivais pas. La seule façon d'avoir ce papier, d'avoir plus de temps, c'est un psychiatre. Faut que tu passes C'est parce que le psychiatre, les papiers du psychiatre aussi, pouvaient me donner du tutorat. Tutorat aussi. Okay. Il va avoir du tutorat parce que moi, j'avais jamais étudié la musique, là, du solfège puis tout. J'avais jamais vraiment étudié ça. Juste un petit peu, juste assez pour qu'il m'accepte à McGill. Mais j'étais nul en solfège puis en ear training, là, la musicalité. Là, parce que les autres avaient fait au cégep. Les autres avaient fait... Toutes les autres avaient fait le parcours cégep. La plupart, 2-3 cours de solfège. Moi, j'étais au centre d'accueil, j'étais à scientologie, puis tout, je faisais pas de musique dans ce temps-là, même si en dedans de moi, j'avais de le rêve toujours. Oui, c'est ça, tu l'avais de façon intuitive, mais tu n'étais pas capable de lire puis d'écrire la musique. Non, j'avais jamais étudié la musique. Puis là aussi, je sais plutôt comment je me suis ramassé chez le psychiatre à McGill. Là, j'étais allé à l'aide aux étudiants, puis là, ils t'ont envoyé là. Puis je me suis retrouvé là. Ils t'ont dit, c'est lui qui... Je l'ai vu juste une fois, le psychiatre à McGill, une fois. Mais sauf que, avant d'ouvrir sa porte, il a fallu que je prenne la décision dans ma tête. Oui. Je rentre-tu dans le bureau du psychiatre? À cause de la scientologie. Fait que là, en prenant la décision d'aller demander de l'aide puis d'y parler, ben là, je rejetais la scientologie. La pilule rouge au lieu de la pilule bleue, là, c'est exactement. La journée, le minute que en allant voir un psychiatre, tu faisais un pacte avec le démon. Oui, c'est exactement. Je changeais mon fusil d'épaule. Puis c'est parce que dans la même période aussi, j'étais allé dans une bibliothèque publique. Je sais pas, je n'ai parlé à l'autre jour avec vous autres. Puis j'étais tombé sur le livre de Russell Miller, là, qui décrivait à Hubbard comment est-ce qu'il était un menteur, qui avait menti partout sur son parcours. Puis là, il disait que c'était un maître hypnotiseur, puis qu'il avait dit à ses amis tout haut là, dans la rue qu'il était pour fonder une religion. Puis là, il expliquait qu'Hubbard avait été dans la gang de Aleister Crowley, là, une secte des années 60, là, satanique, puis que là, il y avait toutes les preuves, il sortait toutes là-dessus. Là. Ils t'ont montré ça? Quelqu'un t'a donné ça dans les mains? Le livre, je suis tombé sur le livre à la bibliothèque municipale en face du métro Mont-Royal. Par hasard. Et encore là, moi, j'avais décidé d'aller voir le psychiatre. C'est comme si j'avais pris la chance de sauter par-dessus la clôture une fois, fait que pourquoi pas une deuxième fois? Fait que là, j'ai décidé de lire un livre sur Hubbard. Tu l'as juste vu en passant devant la bibliothèque, t'as tombé là-dessus ou t'as cherché? Non, je cherchais des partitions de musique, puis j'ai vu ça. Tu cherchais une partition de musique pour préparer un examen à l'école. Tu vois ça, Ron Hubbard. Le gourou démasqué, ça s'appelle. Là, j'avais vu la photo de Hubbard là-dessus, ou un signe de scientologie, ça avait attiré mon attention. Ben, j'imagine. Là, je l'ai regardé. Là, j'ai bien vu que c'était une biographie non autorisée, mais là, je voyais que c'était un journaliste de la BBC, puis tout, puis quand j'ai lu ça, là, j'ai bien vu que c'était tout référencé, là, son affaire, là. Okay. Il prouvait que nous avait menti, là. Fait que là, ça aussi, tu sais, ça avait été un autre facteur. En plus, là, j'avais réussi à finir mes 3 cours. Ah oui, fait que là, tu leur devais plus rien, puis c'était réglé. Je lui devais plus rien. Je m'étais éloigné. Là, j'étudiais en musique. Puis là, la scientologie m'intéressait pas. Mais j'allais encore. J'étais allé à un événement, ça veut dire. Puis, mais je l'ai dit à l'autre entretien avant, mais puis là, j'avais vu en avant qu'est-ce qu'il projetait sur l'écran géant. C'était tout des mensonges, c'était toute la bullshit. Il nous racontait la même chose qu'il m'avait raconté depuis 20 ans, depuis que j'étais petit. Mais là, il m'avait dit dans le livre, là, Russell Miller, que c'était pas vrai, que c'était faux. Hubbard avait jamais été gagné des médailles de la Marine, puis il avait jamais été en Chine avec son père, faire des voyages des montagnes au Tibet. Il avait été en Chine avec son père, je pense, 2-3 jours, parce que son père était voyageur de commerce, quelque chose comme ça. C'était tout romancé. C'était toute la bullshit qu'est-ce qu'Hubbard disait sur son... Mais c'est étonnant, par exemple, que malgré le fait que tu avais eu tout cet endoctrinement par les scientologues, c'est étonnant que quand tu es tombé sur le livre du gars de la BBC, le livre qui dénonçait Ron Hubbard, c'est étonnant que tu t'aies cru le dénonciateur, puis que tu sois pas dit...
Comment ça que tu t'es pas dit, ah ben non, c'est un menteur, il invente des affaires? À cause des références? C'était vraiment parce que c'était... Je pense que c'est beaucoup à cause des références. Moi, j'étais allé à Infosect, ça me revient. Mais avant, Infosect. t'étais à l'Infosect avant? Dans la même période de temps. À peu près les mêmes jours. Je commençais à me poser des questions sur la scientologie. Puis Mike Cropfeld m'avait dit une chose. Il dit, si le livre est en librairie, c'est parce qu'il n'y a rien de faux dedans. Parce que la scientologie ont tellement de millions de dollars puis d'avocats puis tout, que s'il y avait des faussetés dans le livre serait pas publié puis serait pas dans la bibliothèque. Mais, qui t'a dit ça? Mike Cropfeld, d'Infosect. Le gars directeur d'Infosect. Il t'a dit que ah oui, ok, fait qu'il t'a aidé lui aussi. Non, il m'a aidé, c'est sûr. Infosect m'a aidé, même si j'ai un petit peu de frustration avec eux. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas mon message. On n'est pas pantoute dans la même. Ça m'a aidé qu'il me dit ça. Là. Il me dit la scientologie, si tu trouves des choses publiques dans les. C'est parce que les avocats, ça serait pas en librairie, sinon. Ils n'auraient pas laissé passer ça parce qu'ils ont. Ben non, la scientologie sont tellement. Puis c'est pour ça que dans mon livre aussi, tout ce que je dis sur la scientologie, c'est référencé ou je l'ai trouvé dans d'autres livres qui eux autres aussi sont référencés. Puis fait que ça aussi, c'est de même que je me suis mis à croire qu'est-ce qui était plus dans les livres. Mais là, tu sais, ça s'est fait progressivement. Là. Premièrement, il y avait mon adhérence pas à la psychiatrie. J'étais allé la voir une fois, la psychiatre. Sauf que là, j'avais il y avait une petite brèche, là. Elle t'a aidé aussi, ce que je comprends. Elle t'a donné le papier ou quelque chose. Elle t'a donné le papier que tu avais besoin ou elle t'a donné de l'aide, une aide quelconque. Puis après ça, tu t'es dit, elle a pas essayé de me je sais pas. Elle a été tellement gentille, là. J'y ai parlé de mon vécu, de mon expérience, de comment j'ai été rendu à McGill, puis comment est-ce que je tenais à rester à McGill, parce que j'ai dit, moi, je viens de là, puis j'ai tout vécu. J'avais un rêve, puis là, mon rêve était en train de dire. Puis quand j'ai raconté mon vécu, puis tout, elle était tellement fière de moi. Elle dit, juste le fait que tu sois là aujourd'hui devant moi, puis ça m'impressionne, tu sais. Puis là, elle me donnait beaucoup d'admiration, puis d'empathie. Puis ça m'a fait un bien fou. Fait que là, tu t'es dit, cette journée-là, tu t'es probablement dit, cette femme-là, que ça, c'est-tu vraiment une femme qui veut dominer le monde, qui est comme... non, c'est ça, elle était amicale, puis là, avant de rentrer là, moi, j'avais peur de pas ressortir de son bureau quand je disais que j'étais scientologue, j'ai parlé de la scientologie, j'avais peur qu'elle me garde emprisonné, là, puis ils m'en ont tellement mis dans la scientologie, je pensais ressortir là avec des pics dans les yeux, quasiment, là, des broches à... Ouais. Je ris, mais c'est pas non, de force. Ouais, mais je suis sorti de là, j'étais bien, ça m'avait fait du bien. Puis, ben oui, puis là, fait que tranquillement, j'ai pris du recul de la scientologie, puis j'ai juste arrêté d'aller en scientologie. Je suis pas devenu militant encore à cette période-là. J'y allais plus, je prenais... Même après avoir lu le livre de Russell Miller, je suis retourné. Tu l'as dit, il t'achalait, il t'appelait. J'avais pas d'argent, j'avais rien, Il essayait de m'amener dans des événements, des levées de fonds de l'Association internationale des scientologues. Mais il m'achalait plus tant que ça parce que moi, j'avais pris un air de... J'étais sévère avec eux. Ouais, t'étais plus sympathique avec eux, peut-être. Ouais, moi, tu sais, j'étais pas... Avec le vécu que j'avais, puis tout, j'avais appris à me défendre, là. Puis j'étais capable d'être intimidant. Quand j'ai disais, hey, sac-moi patience, là. Ouais, ben là. Puis là, ça commençait à créer des conflits, puis tout. Fait qu'il ne courait plus trop après moi. Puis il y avait des choses qui avaient sorti aussi quand j'étais à l'électromètre, là. Beaucoup de désatisfaction que j'avais eues. À un moment donné, je tenais les canettes là, de l'appareil électromètre qu'ils utilisent pour auditer. Puis j'avais senti un choc électrique me traverser mon corps. Ouais. J'avais réalisé que l'électromètre m'envoyait de l'électricité dans le corps. Ben oui. Puis je n'avais parlé à l'auditeur. Puis c'était un bon choc, là. Puis c'est comme si moi, ça m'avait tout démystifié, là, l'électromètre. J'ai dit, ça vient pas d'une autre planète, ça, là. Il y a quelque chose là-dedans, là, qui est... Puis fait que j'avais comme tout le mystère entourant l'audition, puis l'électromètre, c'était comme dissipé. Comme je voyais de plus en plus clair.